Ce que j'ai entendu sortir de la bouche de cet homme ce jour-là a glacé mon sang. Un murmure rauque, à peine audible, entre deux battements du moniteur cardiaque. Des mots qui ont fendu le silence de cette chambre d'hôpital comme une lame traverse la soie. Je me suis approchée, certaine d'avoir mal entendu. Mais il a répété, lentement, avec une clarté terrifiante. Et tout ce que je croyais savoir de ma vie, de ma fille, de cet homme que j'avais accueilli dans notre famille, tout cela s'est effondré en quelques secondes. Je m'appelle Clytie Valcresson. J'ai 59 ans. Pendant 8 semaines, j'ai veillé sur un homme plongé dans le coma, un homme que je connaissais à peine. Pendant 8 semaines, j'ai cru à un accident tragique. Pendant 8 semaines, j'ai prié pour qu'il ouvre les yeux. Aujourd'hui, je regrette presque qu'il l'ait fait. Tout a commencé 3 mois plus tôt, au début de l'été 2024. Ma fille Floriane venait de fêter ses 32 ans. Elle était mariée depuis 4 ans à Marcellus Severin, un homme d'affaires élégant, toujours impeccablement vêtu, avec ce sourire qui savait charmer n'importe quelle assemblée. Je ne l'aimais pas particulièrement, je dois l'avouer, mais Floriane rayonnait à ses côtés, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Leur mariage avait été célébré dans la propriété familiale des Severins, une demeure du XVIIIe siècle, nichée dans les collines de Provence. Tout était parfait ce jour-là, trop parfait peut-être. Le père de Marcellus, Édouard Severin, avait prononcé un discours sobre et émouvant. Un homme de 74 ans, droit comme un chêne, la voix posée, le regard encore vif. Il dirigeait depuis 40 ans une entreprise de négoce de vin fin. Une affaire prospère, bâtie pierre après pierre, bouteille après bouteille. Édouard vivait seul depuis la mort de sa femme, 10 ans auparavant. Marcellus était son unique héritier. Et entre eux régnait une relation que je qualifierais de complexe. Respectueuse en apparence, tendue en profondeur. Je me souviens d'un dîner, quelques mois après le mariage. Nous étions réunis chez eux, dans l'appartement parisien que Marcellus et Floriane occupaient près du Trocadéro. Édouard avait évoqué une décision concernant l'entreprise, une restructuration, une question de transmission progressive du pouvoir. Marcellus avait souri poliment, mais ses doigts serraient le pied de son verre avec une force inhabituelle. Floriane avait changé de sujet, personne n'avait relevé. À l'époque, je n'y avais vu qu'une friction classique entre deux hommes de caractère, père et fils, patron et héritier, impatient. Aujourd'hui, je comprends que c'était bien plus que cela. L'accident a eu lieu un mardi matin de juillet 2024. Édouard rentrait de Bordeaux, où il avait passé quelques jours à superviser une livraison importante. Il conduisait seul, comme toujours, une route départementale qu'il empruntait depuis des décennies. Une ligne droite, sans histoire. Pourtant, à quelques kilomètres de la propriété, sa voiture a quitté la chaussée. Elle a percuté un platane à plus de 80 km/h. Les pompiers ont mis 1 heure à le désincarcérer. Il était inconscient. Traumatisme crânien sévère, côte brisée, poumon perforé. Marcellus a appelé Floriane en pleurs. Floriane m'a appelé en pleurs. Nous avons couru à l'hôpital, le cœur battant, les mains tremblantes. Les médecins nous ont expliqué qu'Édouard était dans le coma, qu'il faudrait attendre, que les prochaines 48 heures seraient décisives. Les 48 heures sont devenues 1 semaine, puis 2, puis 8. Pendant tout ce temps, Marcellus s'est montré exemplaire. Il passait chaque jour à l'hôpital, parlait aux médecins, s'occupait des papiers administratifs. Floriane était effondrée. Moi, j'essayais de les soutenir tous les deux, de tenir la maison, de faire en sorte que la vie continue. Et puis, un soir de septembre, Marcellus a annoncé qu'il devait partir à Dubaï pour 1 semaine. Un contrat important, un client majeur, impossible de reporter. « Maman, tu pourrais surveiller papa pendant notre absence ?» m'a demandé Floriane avec des yeux suppliants. Les infirmières sont formidables, mais j'aimerais qu'il y ait quelqu'un de la famille, quelqu'un qui veille sur lui. Comment refuser? J'ai accepté. J'ai pris quelques affaires et je me suis installée dans la chambre d'hôtel juste en face de l'hôpital. Chaque matin, j'arrivais à 8 heures. Chaque soir, je repartais après 22 heures. Je lui parlais. Je lui lisais le journal. Je posais ma main sur la sienne et je priais pour qu'il revienne. Marcellus et Floriane sont partis un lundi matin. Leur avion décollait à 11h30. À 11h45, j'étais assise au chevet d'Édouard, comme d'habitude. La chambre était silencieuse, baignée de cette lumière blanche et froide propre aux hôpitaux. Le moniteur cardiaque émettait son bip régulier, hypnotique, rassurant. Et puis, il a bougé. D'abord, un tressaillement des paupières, puis un mouvement de la main. J'ai sursauté. J'ai appelé l'infirmière. Elle est arrivée en courant, a vérifié ses constantes, a noté quelque chose sur sa tablette. « Madame Valcresson, restez près de lui. Parlez-lui. C'est un très bon signe. » Je me suis penchée vers lui.
J'ai posé ma main sur son bras. « Édouard, c'est moi, Clity. Vous m'entendez ?» Ses yeux se sont ouverts, lentement, avec difficulté. Il m'a regardé sans me voir vraiment, puis sa bouche s'est entr'ouverte. Un filet de voix, rauque, brisé. Les freins, j'ai froncé les sourcils. « Quoi, Édouard? Qu'est-ce que vous dites ?» Il a avalé péniblement sa salive. Ses doigts ont agrippé mon poignet avec une force surprenante. Les freins, coupés. Marcellus, il a saboté ma voiture. Mon sang s'est glacé. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai voulu qu'il répète, mais il a fermé les yeux, épuisé par l'effort. L'infirmière est revenue, m'a demandé de sortir quelques instants. J'ai obéi, comme une automate. Dans le couloir, j'ai posé ma main contre le mur pour ne pas tomber. Marcellus a saboté la voiture. Marcellus a tenté de tuer son propre père. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne le méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans ce couloir, le dos appuyé contre le mur, incapable de bouger. Autour de moi, la vie de l'hôpital continuait. Des infirmières passaient avec leurs chariots. Des visiteurs cherchaient leur chemin. Une femme pleurait au téléphone. Mais moi, j'étais ailleurs, prisonnière d'une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Marcellus a saboté la voiture. Comment était-ce possible? Comment un homme pouvait-il faire une chose pareille à son propre père? Et pourquoi? J'ai fermé les yeux, essayant de reprendre mes esprits. Peut-être qu'Édouard délirait. Peut-être que le coma, les médicaments, le traumatisme crânien, peut-être que tout cela avait embrouillé son esprit. Les médecins nous avaient prévenus que les patients sortant du coma pouvaient être confus, désorientés, parfois même paranoïaques. Oui, c'était sûrement cela. Je me suis accroché à cette explication comme on s'accroche à une bouée en pleine tempête, parce que l'alternative était tout simplement inconcevable. Ma fille était mariée à cet homme. Elle partageait sa vie, son lit, ses projets d'avenir. Elle voulait fonder une famille avec lui. Si ce qu'Édouard venait de me dire était vrai, alors Floriane vivait sous le même toit qu'un homme capable de meurtre. Le médecin-chef est venu me parler 1 heure plus tard. Docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes, au regard bienveillant derrière ses lunettes rondes. Il m'a fait asseoir dans une petite salle d'attente déserte et m'a expliqué la situation. Monsieur Severin est sorti du coma. C'est une excellente nouvelle, Madame Valcresson. Ses fonctions vitales sont stables. Il est conscient, même si encore très faible. Nous allons le garder en observation intensive pendant les prochains jours, mais le pronostic est encourageant. J'ai hoché la tête, incapable de trouver mes mots. Il a parlé, ai-je fini par murmurer. Oui, c'est normal. Les patients qui sortent du coma passent souvent par une phase de confusion. Ils peuvent dire des choses étranges, avoir des souvenirs fragmentés, mélanger le réel et l'imaginaire. Cela devrait se stabiliser dans les prochaines 48 heures. J'ai avalé ma salive. Et si ce qu'il dit est cohérent, si ce n'est pas de la confusion? Le docteur Moreau m'a regardé avec attention. Que vous a-t-il dit exactement? J'ai hésité, puis j'ai décidé de mentir. Rien d'important, des mots sans suite. Je voulais juste savoir s'il fallait prendre au sérieux tout ce qu'il dirait. Il a souri doucement. Pour l'instant, laissez-le se reposer. Son cerveau a subi un traumatisme important. Il a besoin de temps pour récupérer. Nous verrons dans quelques jours comment il évolue. Je l'ai remercié et je suis sorti de l'hôpital. Dehors, le ciel était d'un bleu pur. Les arbres bruissaient doucement sous la brise de septembre. Le monde continuait de tourner, indifférent à la tempête qui grondait en moi. J'ai marché jusqu'à un petit café près de la gare. Je me suis assise en terrasse et j'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé du sucre sur la table. Je devais réfléchir, calmement, rationnellement. D'abord, vérifier si Édouard était lucide ou confus. Ensuite, si ses accusations étaient fondées, comprendre pourquoi Marcellus aurait voulu tuer son père. Et enfin, décider quoi faire de cette information. Prévenir la police? Mais sur la base de quoi? Des mots prononcés par un homme sortant à peine du coma? On me rirait au nez. Parler à Floriane? Lui dire que son mari avait peut-être tenté d'assassiner son beau-père? Elle ne me croirait jamais. Elle penserait que j'ai perdu la raison, que je cherche à saboter son mariage parce que je n'ai jamais vraiment accepté Marcellus. Non, il fallait que je sois sûre avant de faire quoi que ce soit. Je suis retournée à l'hôpital le lendemain matin, à 8 heures précises. Édouard était réveillé. On l'avait transféré dans une chambre individuelle au 3e étage. Il était assis dans son lit, le visage encore marqué par les ecchymoses et les cicatrices, mais le regard clair, alerte. Quand il m'a vu entrer, quelque chose a traversé ses yeux. Du soulagement peut-être, ou de la peur. « Clity », a-t-il murmuré d'une voix encore faible, « vous êtes venu. » Je me suis approchée lentement, refermant la porte derrière moi. « Comment vous sentez-vous ?»« Vivant.
ce qui apparemment n'était pas prévu. Mon cœur s'est serré. Édouard, hier vous m'avez dit quelque chose. À propos de Marcellus, à propos de votre accident. Il a détourné le regard vers la fenêtre. La lumière du matin dessinait des ombres douces sur son visage creusé par la souffrance. « Je sais ce que vous pensez », a-t-il dit calmement. « Que je délire, que le coma m'a rendu paranoïaque. Les médecins me l'ont déjà suggéré. Alors, dites-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé ?» Il a fermé les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses forces. Puis il a commencé à parler, lentement, avec une précision qui glaçait le sang. 2 jours avant l'accident, Marcellus est venu me voir à la propriété, seul. Il voulait que je lui transfère immédiatement la direction de l'entreprise. Pas dans 5 ans, comme prévu. Pas progressivement, immédiatement. Et vous avez refusé. J'ai refusé. Parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il ne comprend rien à ce métier. Il voit l'argent, le prestige, le pouvoir. Mais il ne voit pas le travail, la patience, le respect des traditions qui font notre réputation depuis 3 générations. Sa voix tremblait légèrement. Nous nous sommes disputés, violemment. Il m'a dit des choses qu'un fils ne devrait jamais dire à son père. Puis il est parti en claquant la porte. Et ensuite, je suis allé à Bordeaux pour 3 jours. Quand je suis revenu, ma voiture était garée devant la maison, comme d'habitude. Rien ne semblait anormal. J'ai pris la route pour rentrer chez moi. Tout allait bien pendant les premiers kilomètres. Et puis, dans une descente, j'ai appuyé sur le frein. Rien. J'ai appuyé plus fort. Toujours rien. Le pédale descendait dans le vide. Il a serré les poings sur le drap. J'ai essayé le frein à main. Il était mou, inutile. J'ai compris que j'allais mourir. Alors j'ai essayé de viser quelque chose qui ralentirait la voiture sans me tuer sur le coup. Le platane, je ne l'ai même pas vu venir. Un silence pesant s'est installé dans la chambre. Vous pensez vraiment que Marcellus a fait ça ? Je ne pense pas, Cliti. J'en suis certain. Mon mécanicien vient réviser ma voiture tous les 6 mois. Elle était impeccable. Et je sais que Marcellus a accès au garage. Il a les clés. Il connaît les voitures. Il a fait ses études d'ingénieur avant de bifurquer vers le commerce. Ma gorge s'est nouée. Mais pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi ne pas simplement attendre son héritage? Édouard a tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'une tristesse infinie. Parce qu'il y a 3 mois, j'ai modifié mon testament. J'ai décidé de léguer une partie importante de mes biens à une fondation pour la préservation des vignobles familiaux. Marcellus héritera de l'entreprise, mais pas de tout. Et surtout, pas avant mes 80 ans, sauf incapacité majeure de ma part. Tout devenait clair. S'il vous laissait invalide, il pourrait prendre le contrôle immédiatement. Exactement. Un accident, un traumatisme grave, une incapacité permanente. Et hop, il devient le seul maître à bord. Personne ne se poserait de questions. Les accidents arrivent. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assise sur la chaise près du lit. Vous en avez parlé à la police ? Pas encore. Je viens à peine de reprendre conscience. Et je n'ai aucune preuve. Ma voiture a été envoyée à la casse après l'accident. Il faudrait retrouver les pièces, faire expertiser les freins, prouver qu'il y a eu sabotage, et même dans ce cas, comment prouver que c'est Marcellus? Il a posé sur moi un regard là. Je sais ce que vous devez ressentir, Cliti. Votre fille est mariée à cet homme. Vous ne voulez pas le croire. Moi non plus. Je ne voulais pas croire que mon fils soit capable d'une telle horreur. Mais parfois, la vérité est plus sombre qu'on ne l'imagine. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je suis sortie de cette chambre avec le poids du monde sur les épaules. Dans l'ascenseur, une jeune femme tenait un bouquet de roses blanches. Elle souriait. Elle allait sûrement rendre visite à quelqu'un qu'elle aimait. Quelqu'un qui se remettait d'une opération bénigne. Quelqu'un dont la vie n'avait pas été détruite par la trahison et la cupidité. Moi, je descendais vers un gouffre dont je ne voyais pas le fond. Floriane revenait de Dubaï dans 5 jours. Marcellus avec elle. Qu'allais-je leur dire? Qu'allais-je faire? Et surtout, comment allais-je protéger ma fille d'un homme qui venait de tenter de tuer son propre père? Les 5 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je continuais à rendre visite à Édouard chaque matin, mais nos conversations étaient devenues différentes, plus silencieuses, plus lourdes. Il récupérait rapidement, selon les médecins. Son corps guérissait, mais dans ses yeux, je voyais une blessure bien plus profonde que celle laissée par l'accident. La blessure d'un père trahi par son propre fils. Moi, j'étais déchirée entre 2 mondes. D'un côté, il y avait cette vérité terrible qu'Édouard m'avait révélée. Une vérité qui prenait racine dans mon esprit, qui grandissait chaque fois que je revoyais mentalement les détails de son récit. La dispute, le testament modifié, l'accident trop opportun, les freins sabotés. De l'autre côté, il y avait Floriane, ma fille unique, mon soleil, celle pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Comment lui annoncer que l'homme qu'elle aimait,
L'homme avec qui elle voulait construire une famille était peut-être un criminel. Je passais mes nuits éveillées, dans cette chambre d'hôtel impersonnelle, à regarder le plafond en cherchant une solution qui n'existait pas. Floriane m'a appelé le jeudi soir, depuis Dubaï. « Maman, comment va beau papa ?» Sa voix était légère, joyeuse même. Elle me racontait le contrat signé, les restaurants magnifiques, la vue sur le Burj Khalifa. Marcellus avait été brillant dans les négociations, disait-elle avec fierté. Tout s'était parfaitement déroulé. Je l'écoutais en serrant le téléphone contre mon oreille, incapable de trouver les mots. « Maman, tu es là ?»« Oui, pardon ma chérie. Je suis fatiguée, c'est tout. Et beau papa, il va mieux ?» J'ai pris une profonde inspiration. Il est sorti du coma. Un cri de joie a résonné dans le combiné. « C'est vrai ? Oh maman, c'est merveilleux. Marcellus va être tellement soulagé. Attends, je lui dis tout de suite. » J'ai entendu sa voix s'éloigner, puis celle de Marcellus en arrière-plan. Grave, posée. Je n'ai pas distingué les mots, mais le ton était contrôlé. Calme, trop calme. Floriane est revenue en ligne. Marcellus dit que c'est une excellente nouvelle. On rentre samedi matin. Tu pourras rester encore un peu à l'hôpital d'ici là ? Bien sûr. Merci maman. Tu es formidable. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. J'ai raccroché et j'ai fondu en larmes. Le vendredi matin, je suis arrivée à l'hôpital plus tôt que d'habitude. 7 heures. Le couloir était encore désert, baigné de cette lumière grise et froide qui précède le lever du soleil. Quand je suis entrée dans la chambre d'Édouard, il était déjà réveillé. Assis dans son lit, le regard tourné vers la fenêtre. Il avait meilleure mine. Les ecchymoses commençaient à pâlir. Les bandages avaient été retirés. On voyait l'homme qu'il avait été avant l'accident. Digne, fort, mais quelque chose dans sa posture trahissait une immense fatigue intérieure. « Bonjour, Cléty », a-t-il dit sans se retourner. « Bonjour, Édouard. Vous avez bien dormi ? Aussi bien qu'on peut dormir quand on sait que son fils rentre demain. » Je me suis assise près du lit. Un silence pesant s'est installé entre nous. « Vous avez réfléchi à ce que vous alliez faire ?» ai-je fini par demander. Il a soupiré longuement. « J'ai réfléchi à peu près à tout ces derniers jours, et je suis arrivée à une conclusion que je n'aurais jamais imaginée. » Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse que je n'oublierai jamais. « Je ne vais rien dire à la police. » Je l'ai regardé, stupéfaite. « Quoi ? Mais, Édouard, il a essayé de vous tuer. Je sais. Croyez-moi, je le sais mieux que personne. Mais que puis-je faire ? Je n'ai aucune preuve. Ma voiture a été détruite. Il faudrait retrouver les pièces, les faire expertiser, prouver qu'il y a eu sabotage. Et même dans ce cas, rien ne lie directement Marcellus à l'acte. Il niera. Il dira que quelqu'un d'autre a pu toucher à la voiture. Un mécontent, un concurrent. Il engagera les meilleurs avocats. Et moi, je passerai pour un vieillard aigri qui accuse son fils par paranoïa. Mais vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer comme ça. Qui vous dit qu'il s'en tirera ? Il a souri tristement. Il y a plusieurs façons d'obtenir justice, Cléty. La police en est une, mais ce n'est pas la seule. Marcellus voulait l'entreprise, il l'aura, mais pas comme il l'imaginait. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. J'ai appelé mon notaire hier soir, Maître Beaumont, un homme de confiance qui me connaît depuis 30 ans. Je vais modifier à nouveau mon testament. Cette fois, de manière radicale. Il a marqué une pause, comme pour rassembler ses forces. Marcellus héritera de l'entreprise, comme prévu, mais sous tutelle. Il aura le titre, mais pas le pouvoir. Un conseil d'administration indépendant supervisera chaque décision pendant au moins 15 ans. Il ne pourra rien vendre, rien modifier, rien détruire sans l'accord unanime de ce conseil. Et s'il tente quoi que ce soit d'illégal, tout ira directement à la fondation que j'ai créée. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Vous allez le punir en lui donnant ce qu'il voulait, mais en le transformant en prison dorée. Exactement. Il sera propriétaire d'une entreprise qu'il ne pourra jamais vraiment diriger. Il portera le nom Severin, mais il ne sera qu'un figurant dans sa propre vie. C'est une punition bien plus cruelle qu'une cellule de prison, croyez-moi. Et s'il refuse, s'il conteste le testament, il peut toujours essayer. Mais Maître Beaumont est un expert. Le testament sera inattaquable. De plus, j'ai rédigé une lettre dans laquelle j'explique mes soupçons concernant l'accident. Je ne l'enverrai jamais à la police, mais elle sera conservée dans un coffre, avec instruction de la remettre aux autorités si jamais il m'arrivait quelque chose de suspect. Une sorte d'assurance-vie. Il a pris ma main dans la sienne. Ses doigts étaient froids, mais sa poigne était ferme. Je sais que cela ne suffit pas. Je sais qu'un homme comme lui devrait être derrière les barreaux. Mais je suis son père, Cléty, et malgré tout ce qu'il a fait, malgré la haine que je ressens parfois, je ne peux pas me résoudre à le détruire complètement. Peut-être que c'est de la faiblesse, peut-être que c'est de l'amour, je ne sais plus. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Mais je peux le neutraliser.
Je peux faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et c'est ce que je vais faire. Je suis sortie de cette chambre avec un sentiment étrange, un mélange de respect et de frustration. Respect pour la dignité d'Édouard, pour sa capacité à transformer sa douleur en stratégie, sa trahison en sagesse, mais frustration aussi, parce qu'une partie de moi voulait que Marcellus paye, vraiment, complètement, qu'il soit exposé, humilié, condamné. Et puis il y avait Floriane. Ma fille revenait le lendemain. Elle allait retrouver son mari. Elle allait continuer sa vie avec lui, sans savoir qui il était vraiment. Devais-je lui dire la vérité? Édouard m'avait fait promettre de ne rien révéler. Pas encore. Pas tant qu'il n'avait pas mis ses affaires en ordre. Pas tant que le Nouveau Testament n'était pas signé et sécurisé. Laissez-moi le temps, m'avait-il dit. 1 semaine, peut-être 2. Ensuite, vous pourrez parler à Floriane si vous le jugez nécessaire. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, gardez le secret. J'avais accepté, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Le samedi matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai fait ma valise, réglé la chambre d'hôtel, et je suis retournée une dernière fois à l'hôpital. Édouard était debout près de la fenêtre, habillé d'un peignoir bleu. Les médecins l'autorisaient enfin à se lever, à marcher un peu. Il regardait le parking en contrebas. « Ils arrivent dans 2 heures », a-t-il dit sans se retourner. « Je sais. Comment allez-vous gérer ça, Cliti ? » « Je ne sais pas. Faire semblant, je suppose. Sourire. Être soulagé de votre réveil. Jouer la belle-mère reconnaissante. » Il a hoché la tête lentement. « C'est ce que je vais faire aussi. Jouer le père heureux de retrouver son fils. Le survivant reconnaissant. Pendant ce temps, je préparerai ma défense. Silencieusement. Méthodiquement. » Il s'est tourné vers moi. « Vous savez ce qui est le plus terrible dans tout ça? Ce n'est pas la douleur physique. Ce n'est même pas la trahison. C'est le fait de devoir vivre avec ce mensonge. De regarder son visage chaque jour en sachant qu'il a voulu ma mort. De sourire alors qu'on voudrait hurler. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Vous n'êtes pas seul, Édouard. Je sais, et je suis là. Merci, Cliti. Merci d'avoir cru un vieil homme sortant du coma. » Nous sommes restés là, tous les deux, en silence, à regarder le soleil monter lentement dans le ciel. Et j'ai compris que nos vies venaient de basculer dans un monde où la vérité devait se cacher, où la justice devait se faire en secret, où l'amour d'une mère devait cohabiter avec le mensonge d'un mari. Un monde que je n'avais jamais imaginé habiter, mais un monde dans lequel j'allais devoir survivre pour protéger ma fille, même si cela signifiait me perdre moi-même en chemin. Je les ai vus arriver depuis le hall de l'hôpital. Floriane marchait devant, rapide, le visage illuminé d'un sourire anxieux. Elle portait une robe légère couleur crème, ses cheveux attachés en chignon. Derrière elle, Marcellus suivait d'un pas mesuré, une valise à roulettes dans chaque main. Costume gris anthracite impeccable, chemise blanche sans un pli, lunettes de soleil sur le front. L'image même de l'homme d'affaires prospère rentrant d'un voyage réussi. En le voyant, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était la première fois que je le regardais vraiment depuis la révélation. La première fois que je le voyais non plus comme mon gendre, mais comme l'homme qui avait saboté les freins de la voiture de son père. L'homme qui avait calculé froidement comment le rendre invalide. L'homme qui, en cet instant précis, souriait comme si de rien n'était. Floriane m'a aperçu et s'est précipitée vers moi. « Maman !» Elle m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a presque coupé le souffle. Je sentais son cœur battre contre ma poitrine. Son parfum familier, jasmin et bergamote, m'a ramené des années en arrière, quand elle était petite et qu'elle courait vers moi après l'école. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé en se détachant légèrement, les yeux brillants d'émotion. « Les médecins disent qu'il peut parler, qu'il se souvient de tout. Il va mieux, ma chérie. Beaucoup mieux. Il est encore faible, mais conscient, lucide. » Marcellus nous avait rejointes. Il a posé les valises et m'a fait la bise, comme toujours. 2 fois. Joue droite, joue gauche. Geste mécanique, distant, mais poli. « Merci d'avoir veillé sur lui, Cliti, » a-t-il dit d'une voix posée. « Je sais que cela n'a pas dû être facile pour vous. » J'ai soutenu son regard. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, impénétrable. Pas la moindre trace d'inquiétude, pas le moindre signe de culpabilité. Juste cette politesse parfaite, ce masque social qu'il portait en permanence. « C'est normal, » ai-je répondu. « Il fait partie de la famille. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, » a-t-il ajouté en souriant légèrement. « Nous prenons le relais. Vous devez être épuisé. » Floriane a hoché la tête avec empressement. « Oui, maman, rentre te reposer. Tu as fait tellement pour nous. On va rester avec beau-papa maintenant. » J'ai acquiescé, mais quelque chose en moi refusait de partir, comme si laisser Marcellus seul avec Édouard représentait un danger imminent. « Je vais juste monter lui dire au revoir, si vous permettez. »« Bien sûr, » a dit Floriane. « On monte avec toi. » Dans l'ascenseur, j'observais Marcellus à la dérobée. Il regardait les chiffres défiler sur l'écran. 3,
4, 5. Son visage restait neutre, presque ennuyé, comme si nous allions rendre visite à un vieil oncle convalescent après une banale opération de la hanche. Floriane, elle, était fébrile. Elle serrait et desserrait ses doigts, mordillait sa lèvre inférieure. Ma petite fille, qui avait toujours porté ses émotions à fleur de peau. « Tu crois qu'il m'en voudra ?» a-t-elle murmuré soudain. « De ne pas avoir été là quand il s'est réveillé ? Il comprendra, ma chérie. Tu ne pouvais pas savoir. Mais quand même, 8 semaines dans le coma, et moi j'étais à Dubaï en train de... » Floriane, l'a coupé Marcellus doucement. « Arrête de culpabiliser. Mon père sait que tu as une vie, que nous avons une vie. Il ne t'en voudra pas. » Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. L'ascenseur a émis un léger ding en arrivant au 7e étage. Les portes se sont ouvertes sur le couloir familier. Mur blanc, sol en linoléum gris, odeur d'antiseptique et de café froid. Nous avons marché en silence jusqu'à la chambre d'Édouard. Floriane a frappé doucement avant d'entrer. « Beau papa ?» Édouard était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, un livre fermé sur les genoux. Il portait un pyjama en coton bleu marine et une robe de chambre grise. Ses cheveux blancs étaient peignés en arrière. Il avait l'air d'un homme qui se préparait à recevoir des visiteurs importants. Quand il a vu Floriane, son visage s'est illuminé d'un sourire authentique. Ma petite Floriane. Elle s'est précipitée vers lui, s'est agenouillée à côté du fauteuil et a posé sa tête sur ses genoux comme une enfant. Je voyais ses épaules trembler. Elle pleurait. « Pardon, beau papa. Pardon de ne pas avoir été là. Pardon d'être parti alors que vous étiez... » « Chut !» a-t-il murmuré en caressant doucement ses cheveux. « Tu n'as rien à te reprocher. Je vais bien. Je suis là. C'est tout ce qui compte. » Marcellus était resté près de la porte, les mains dans les poches, le visage impénétrable. Édouard a levé les yeux vers lui. Leurs regards se sont croisés. Un silence étrange s'est installé, lourd, dense, comme si l'air lui-même s'était figé. « Marcellus ?» a fini par dire Édouard d'une voix calme. « Content de te revoir. Moi aussi, papa. Tu nous as fait très peur. Je sais. Désolé pour l'inquiétude. » Marcellus s'est approché lentement. Il s'est penché et a embrassé son père sur le front. Un geste parfaitement normal, filial, tendre même. Mais moi, qui connaissais la vérité, je voyais autre chose. Je voyais un tueur embrassant sa victime. Je voyais un fils vérifier que son œuvre n'était pas complète. Je voyais un prédateur évaluer si sa proie était encore une menace. « Comment te sens-tu » a demandé Marcellus en reculant d'un pas. « Fatigué, mais en vie. Les médecins disent moi que je pourrais sortir dans 1 semaine, peut-être 2. C'est une excellente nouvelle. Et tu te souviens de l'accident ?» La question était posée d'un ton léger, presque désintéressé. Mais je sentais la tension sous-jacente, la vigilance. Édouard a souri doucement, par bribes. Je me souviens de la route, de la descente, du moment où j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Après, c'est le noir complet. Les médecins m'ont dit que c'était normal. Le cerveau efface les moments traumatiques pour se protéger. J'ai vu imperceptiblement les épaules de Marcellus se détendre. Les gendarmes sont venus me voir, a continué Édouard. Ils ont posé des questions. Apparemment, ils ont classé le dossier. Défaillance mécanique, usure, mauvais entretien peut-être. Je leur ai dit que c'était impossible, que mon mécanicien était fiable, mais ils n'ont pas l'air convaincus. Ils ont dit que la voiture était trop endommagée pour une expertise complète. C'est regrettable, a murmuré Marcellus. Mais l'essentiel est que tu sois en vie. Oui, l'essentiel est que je sois en vie. Nouveau silence, plus long, plus pesant. Floriane s'était redressée. Elle essuyait ses larmes avec un mouchoir en papier. « Bon, je vais vous laisser », ai-je dit, en rompant le silence. « Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire en famille. »« Merci encore, maman », a dit Floriane, en se levant pour me serrer dans ses bras. « Pour tout. De rien, ma chérie. » Édouard m'a regardé. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde, et dans ce regard, j'ai lu un message clair. « Tenez bon, ne dites rien. Pas encore. » J'ai hoché imperceptiblement la tête. Je suis partie sans me retourner. Dans le couloir, j'ai croisé une infirmière qui poussait un chariot de médicaments. Un vieil homme en fauteuil roulant qui regardait par la fenêtre. Une femme qui pleurait au téléphone. La vie continuait, indifférente, cruelle, dans sa normalité. J'ai pris l'ascenseur, traversé le hall, poussé les portes vitrées. Dehors, le soleil brillait. Il faisait chaud pour un mois de septembre. 26 degrés, disait le thermomètre de la pharmacie d'en face. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à chez moi. Un petit appartement au 5e étage d'un immeuble haussmannien, dans le 10e arrondissement. 2 pièces, une cuisine, une salle de bain. Des murs couverts de livres et de photos de Floriane enfant. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée, enlevé mes chaussures, préparé un thé que je n'ai pas bu. Puis je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Pleuré pour Édouard, trahi par son propre fils. Pleuré pour Floriane,
qui vivait avec un homme dangereux, sans le savoir. Pleurer pour moi, qui portais ce secret comme on porte un fardeau trop lourd. 3 jours plus tard, Floriane m'a appelé. « Maman, tu as un moment ?»« Bien sûr, ma chérie. Que se passe-t-il ? Je voulais te parler de quelque chose. Ça te dit qu'on déjeune ensemble demain ? Juste toi et moi ?» J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Avec plaisir. Où veux-tu qu'on se retrouve ? Au relais de Venise, rue de Passy, 12h30 ? Parfait. À demain, ma chérie. À demain, maman. Je t'aime. » J'ai raccroché, l'estomac noué. Pourquoi voulait-elle me voir seule ? Avait-elle remarqué quelque chose ? Avait-elle des doutes sur Marcellus ? Ou voulait-elle simplement passer du temps avec sa mère après ces semaines difficiles ? Je ne savais pas. Mais j'allais devoir être prudente, très prudente, parce qu'une seule phrase maladroite, un seul regard de travers, et tout pouvait s'effondrer. Et je n'étais pas certaine d'être assez forte pour mentir à ma propre fille en la regardant dans les yeux. Le lendemain, je suis arrivée au restaurant avec 10 minutes d'avance. Le Relais de Venise était un établissement que nous aimions toutes les deux. Une brasserie classique avec ses banquettes rouges, ses miroirs anciens, son ambiance chaleureuse. Nous y venions souvent quand Floriane était adolescente, pour nos déjeuners mère-fille du samedi. Je me suis installée à une table près de la fenêtre et j'ai commandé de l'eau gazeuse. Floriane est arrivée à 12h32 exactement, toujours ponctuelle. Elle portait un tailleur pantalon beige et une chemise blanche. Élégante, professionnelle, mais je voyais les cernes sous ses yeux, malgré le maquillage. Elle m'a embrassée et s'est assise en face de moi. « Merci d'être venue, maman. Tu sais bien que je suis toujours là pour toi. » Le serveur est venu prendre notre commande. Comme toujours, nous avons pris le menu unique. Salade de noix, entrecôte avec frites maison, sauce au choix. Un rituel rassurant dans un monde qui vacillait. Une fois le serveur parti, Floriane a posé ses mains à plat sur la table. Elle regardait fixement ses ongles vernis de rose pâle. « Maman, je vais te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout sans m'interrompre. D'accord ? » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. D'accord. Elle a pris une profonde inspiration. Je crois que Marcellus me trompe. Le monde s'est arrêté de tourner. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas du tout. J'avais imaginé 1000 scénarios dans ma tête depuis la veille, mais pas celui-là. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ai-je demandé doucement. Plusieurs choses. Des petits détails qui, pris séparément, ne signifient rien. Mais ensemble, ils forment un tableau. Elle a sorti son téléphone de son sac et l'a posé sur la table. Il y a 3 mois, j'ai remarqué qu'il recevait beaucoup de messages tard le soir. Des messages qu'il effaçait immédiatement après les avoir lus. Quand je lui demandais qui c'était, il disait toujours la même chose. Des clients, des fournisseurs, des problèmes professionnels. Ce pourrait être vrai, non ? Oui, sauf qu'un soir, je me suis réveillée vers 2h du matin. Il n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvé sur le balcon, au téléphone. Il parlait à voix basse. Quand il m'a vu, il a raccroché précipitamment. Il a prétendu que c'était son père, qu'Édouard avait des insomnies et l'appelait parfois la nuit. Elle a marqué une pause. Sauf que j'ai demandé à beau papa, la semaine dernière. Il m'a regardé bizarrement et m'a dit qu'il ne l'avait jamais appelé à 2h du matin, qu'il dormait toujours comme un bébé. Je sentais mon sang se glacer dans mes veines. Il y a autre chose ? Oui, ces voyages d'affaires sont de plus en plus fréquents, de plus en plus longs. Et quand je propose de l'accompagner, il trouve toujours une excuse. Trop de travail, programme trop chargé, réunion sensible. Mais la semaine dernière, à Dubaï, j'ai vu quelque chose. Elle a ouvert son téléphone et m'a montré une photo. C'était un cliché pris de loin, probablement avec un zoom. On y voyait Marcellus assis à une terrasse de café, face à une femme brune aux cheveux longs. Ils ne se touchaient pas, mais leurs têtes étaient rapprochées. Ils parlaient, intensément. Qui est-ce ? Je ne sais pas, mais ce n'était pas sur notre programme. Cette rencontre n'apparaissait nulle part dans son agenda. J'ai pris cette photo par hasard. J'étais sortie faire des courses et je l'ai aperçue en passant devant ce café. Je me suis cachée derrière un kiosque et j'ai attendu. Combien de temps sont-ils restés ensemble ? 40 minutes, puis elle est partie. Lui est resté encore 10 minutes à fixer son téléphone. Quand il est rentré à l'hôtel, il m'a dit qu'il sortait d'une réunion avec des investisseurs saoudiens. Le serveur est arrivé avec nos salades. Nous avons attendu qu'il s'éloigne avant de continuer. Tu lui as parlé de cette photo ? Non, parce que j'ai peur de sa réaction. Et surtout, j'ai peur de la vérité. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? Je l'aime. Enfin, je crois que je l'aime. Mais je ne sais plus qui il est vraiment. Est-ce que je deviens paranoïaque ? Est-ce que je cherche des problèmes là où il n'y en a pas ? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je regardais ma fille pleurer devant sa salade intacte et je sentais mon cœur se déchirer. Que devais-je faire ?
Lui dire la vérité sur Marcellus? Lui révéler qu'au-delà d'une simple infidélité, son mari avait tenté de tuer son propre père? Ou garder le silence, comme je l'avais promis à Édouard, et me contenter de la consoler sur cette trahison-là, déjà suffisamment douloureuse? J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Ma chérie, écoute-moi, tu n'es pas paranoïaque. Tes doutes sont légitimes. Ces signes que tu décris, ils sont réels. Et ton instinct te dit quelque chose. Il faut l'écouter. Elle a relevé la tête, les yeux rouges. Mais qu'est-ce que je fais, maman? Je le confronte, je fais semblant de ne rien savoir, je pars. Avant de prendre une décision, il faut être sûr, vraiment sûr. Parce qu'une fois que tu auras ouvert cette porte, tu ne pourras plus la refermer. Comment je peux être sûr? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit quelque chose qui, je le savais, allait changer le cours des événements. Ah, tu as un ami détective privé, non? Ce type que tu as connu à la fac, comment s'appelait-il déjà? Thomas? Thomas Mercier? Oui, c'est ça. Vous êtes restés en contact? On se voit de temps en temps pour prendre un verre. Mais maman, tu ne penses quand même pas que je devrais... Si tu as des doutes, Floriane, tu as le droit de savoir. Tu as le droit de protéger ton avenir. Et si Marcellus n'a rien à se reprocher, alors l'enquête ne révélera rien et tu pourras continuer ta vie, l'esprit tranquille. Elle a essuyé ses larmes avec sa serviette. Tu as raison. Je vais appeler Thomas, juste pour voir, juste pour être fixé. Le serveur est revenu avec nos entrecôtes. Nous avons mangé en silence, perdus chacune dans nos pensées. Moi, je venais de pousser ma fille sur un chemin qui allait peut-être détruire son mariage. Mais je savais aussi que c'était le seul moyen de la protéger. Parce que si Thomas Mercier faisait son travail correctement, il découvrirait bien plus qu'une simple liaison. Il découvrirait des transactions financières suspectes, des manipulations, peut-être même des preuves liées à l'accident d'Édouard. Et alors, Floriane serait en sécurité. 3 jours après notre déjeuner, Édouard est sorti de l'hôpital. Les médecins l'avaient autorisé à rentrer chez lui, à condition qu'il soit accompagné et surveillé pendant les premières semaines. Marcellus et Floriane ont insisté pour qu'ils viennent s'installer chez eux, dans l'appartement du Trocadéro. Édouard a refusé poliment mais fermement. « J'ai besoin de mes habitudes, de mes affaires, de mon espace, » avait-il dit. « Je serai très bien chez moi. Et j'ai Louise, ma gouvernante, qui peut s'occuper de moi. » Louise Fontaine. Une femme de 63 ans qui travaillait pour la famille Sevrin depuis 25 ans. Discrète, efficace, loyale. Si quelqu'un pouvait veiller sur Édouard, c'était bien elle. Le jour de sa sortie, j'ai proposé de l'accompagner jusqu'à sa propriété en Provence. Floriane devait travailler et Marcellus avait, une fois de plus, un déplacement professionnel de dernière minute, en Belgique cette fois, pour rencontrer des importateurs de Bruxelles. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. « Ce serait gentil de ta part, Clity », a dit Édouard quand je lui ai proposé mon aide. Le trajet est long et je ne me sens pas encore très solide. Nous sommes partis un lundi matin, début octobre. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds. L'automne s'installait doucement, colorant les arbres de teintes cuivrées et dorées. J'ai conduit ma voiture, une Peugeot 508 grise que je possédais depuis 6 ans. Édouard était assis à côté de moi, silencieux, le regard tourné vers la fenêtre. Il portait un pantalon de velours côtelé marron et un pull en cachemire beige. Malgré sa récente sortie d'hôpital, il avait retrouvé une certaine prestance, mais je voyais dans ses yeux une fatigue qui n'était pas seulement physique. Nous avons roulé pendant plus de 7 heures, en nous arrêtant 2 fois sur des aires d'autoroute. À chaque pause, Édouard marchait lentement, le dos un peu voûté, mais refusait obstinément mon bras quand je le lui proposais. « Je ne suis pas encore invalide », disait-il avec un sourire triste. « Pas encore. » Nous sommes arrivés à la propriété vers 17 heures. La demeure se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès, sur une colline dominant les vignes. Un mât provençal du XVIIIe siècle, aux murs de pierre ocre, aux volets bleus délavés par le soleil. 3 étages, une dizaine de pièces, une terrasse ombragée par une vieille glycine. C'était magnifique, paisible. Le genre d'endroit où on imagine couler des jours heureux. Mais pour Édouard, c'était aussi le lieu où son fils avait probablement saboté sa voiture. Le lieu où la trahison avait pris racine. Louise nous attendait sur le perron. Une petite femme ronde, aux cheveux gris coupés courts, au visage rond et bienveillant. Elle a serré Édouard dans ses bras avec émotion. « Monsieur Édouard, Dieu merci, vous êtes de retour. J'ai préparé votre chambre et fait un potage de légumes pour ce soir. »« Merci Louise. Je te présente Clity, la mère de Floriane. Enchantée, madame. Entrez, entrez. Vous devez être fatiguées toutes les deux. » L'intérieur de la maison était aussi chaleureux que l'extérieur. Des tommettes anciennes, des poutres apparentes, des meubles en bois massif. Partout, des photos encadrées.
Édouard jeune avec sa femme défunte, Marcellus enfant sur un tricycle, des paysages de vignobles au coucher du soleil, une vie entière figée dans des cadres en argent. Louise m'a installée dans une chambre d'amis au premier étage. Une pièce simple mais élégante, avec un lit à baldaquin et une fenêtre donnant sur les vignes. J'ai posé ma valise et je suis redescendue au salon. Édouard était assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte, une tasse de thé fumant entre les mains. Il contemplait les flammes invisibles avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose entre la résignation et la colère. « Vous voulez que je reste cette nuit ?» ai-je demandé doucement. « Ou vous préférez être seul ? Restez, s'il vous plaît, au moins ce soir. Demain, vous pourrez repartir si vous le souhaitez. Mais ce soir, j'aimerais avoir de la compagnie. » Je me suis assise en face de lui. « Vous avez contacté Maître Beaumont ? » ?»« Oui, il vient après-demain, mercredi. Nous allons finaliser le Nouveau Testament. Tout sera signé, scellé, déposé chez le notaire, avec copie sécurisée. »« Et la lettre ? Elle est déjà écrite, cachée dans un endroit que Marcellus ne connaît pas. Si quelque chose m'arrive, Louise a instruction de la remettre directement à la gendarmerie. Il a bu une gorgée de thé. Je sais que cela peut sembler paranoïaque, mais après ce qui s'est passé, je ne peux plus me permettre d'être naïf. Ce n'est pas de la paranoïa, Édouard, c'est de la prudence. » Un silence confortable s'est installé entre nous. Dehors, le crépuscule enveloppait les vignes d'une lumière dorée. Un merle chantait dans le jardin. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» a-t-il dit soudain. « Ce n'est pas la tentative de meurtre, ce n'est même pas la cupidité. C'est le mensonge quotidien. Le sourire qu'il m'a adressé à l'hôpital. Les « je t'aime, papa » prononcés sans la moindre sincérité. Le fait qu'il puisse me regarder dans les yeux après avoir essayé de me tuer. Il a posé sa tasse sur la table basse. « Comment devient-on quelqu'un comme ça, Cliti ? J'ai essayé de comprendre. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Était-ce ma faute ? Ai-je été trop dur avec lui ? Trop absent ? Trop exigeant ? Ou était-ce simplement dans sa nature ? Je ne pense pas qu'on naisse comme ça, ai-je répondu lentement. Je pense qu'on le devient, petit à petit, choix après choix, mensonge après mensonge. Vous savez ce qui est terrible, c'est que j'ai toujours su qu'il était différent, déjà enfant. Les autres gamins jouaient, riaient, se bagarraient. Lui observait, calculait, manipulait. Il n'a jamais pleuré quand je le punissais. Il souriait, comme s'il savait que la punition finirait et qu'ensuite il pourrait recommencer. Il a fermé les yeux. Sa mère le voyait aussi, mais elle refusait d'accepter. Elle disait que c'était juste un garçon intelligent, sensible, spécial. Quand elle est morte, j'ai espéré qu'il changerait, qu'il grandirait, qu'il apprendrait l'empathie, la loyauté, l'amour. Peut-être qu'il aime Floriane, ai-je murmuré, à sa façon. Édouard a ouvert les yeux et m'a regardé avec une intensité douloureuse. Non, Cliti, des hommes comme Marcellus n'aiment pas. Ils possèdent, ils contrôlent, ils utilisent. Floriane est un trophée, une belle femme d'une bonne famille qui lui donne une image respectable. Mais elle n'est pas aimée, elle est tolérée. Les mots ont résonné dans le silence du salon comme un coup de cloche. Vous devriez lui dire, ai-je soufflé, la vérité sur Marcellus, sur ce qu'il a fait. Et détruire votre fille, la forcer à choisir entre son mari et la vérité, à porter ce poids pour le reste de sa vie? Elle mérite de savoir, peut-être, mais pour l'instant, elle est en sécurité. Il ne lui fera pas de mal tant qu'elle lui est utile, tant qu'elle maintient l'image parfaite du couple heureux. C'est seulement si elle devient un obstacle, si elle découvre quelque chose, si elle menace de partir, c'est là qu'elle sera en danger. Mon sang s'est glacé. Vous pensez qu'il pourrait... Je pense qu'un homme qui sabote les freins de la voiture de son père est capable de beaucoup de choses. Alors oui, tant que le Nouveau Testament n'est pas sécurisé, tant que toutes mes protections ne sont pas en place, je préfère que Floriane ne sache rien. Parce que si elle sait, elle agira. Et si elle agit, Marcellus réagira. Il s'est levé lentement, avec difficulté. Donnez-moi encore quelques jours, Cliti. Mercredi, tout sera en ordre. Mercredi, nous pourrons commencer à réfléchir à la suite. Mais d'ici là, gardons le silence. Pour la sécurité de Floriane. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé dans le lit à baldaquin, écoutant les bruits de la vieille maison, craquement du bois, murmure du vent dans les volets, je pensais à ma fille, Floriane qui dormait à Paris, à côté d'un homme qui avait tenté de tuer son père. Floriane qui cherchait des preuves d'infidélité, ignorant qu'elle vivait avec quelqu'un de bien plus dangereux qu'un simple coureur de jupons. Floriane qui me faisait confiance, qui comptait sur moi, et que je protégeais en lui mentant. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir, des pas lents, prudents. J'ai retenu ma respiration. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. Quelqu'un est resté là, immobile, pendant plusieurs secondes. Puis les pas se sont éloignés.
Je me suis levée doucement et j'ai entrouvert la porte. Le couloir était vide, plongé dans l'obscurité. Mais une lumière filtrait sous la porte du bureau d'Édouard, au fond du corridor. J'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai marché jusqu'à cette porte. J'ai frappé doucement. Entrez. Édouard était assis à son bureau, penché sur une pile de documents. Il portait encore son pantalon et son pull de la journée, ses lunettes de lecture sur le nez. Une lampe de bureau diffusait un halo jaune sur les papiers étalés devant lui. « Vous ne dormez pas non plus ?» ai-je demandé. Le sommeil me fuit depuis l'accident. Dès que je ferme les yeux, je revois la route, le platane qui approche, l'impuissance totale. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Alors je travaille, je prépare tout, les documents, les instructions, les mesures de sécurité. Je veux que tout soit parfait pour mercredi. Édouard, vous devez vous reposer. Vous sortez à peine du coma. Je me reposerai quand Marcellus ne sera plus une menace. Pas avant. Il a rangé les papiers dans une chemise cartonnée bleue qu'il a glissée dans un tiroir qu'il a fermé à clé. Retournez dormir, Cliti. Demain sera une longue journée. Mais je savais qu'aucun de nous deux ne dormirait cette nuit. Nous étions deux sentinelles veillant dans l'obscurité, protégeant une vérité trop lourde à porter seule. Et dehors, dans la nuit provençale, le vent murmurait à travers les vignes comme un présage. Le mardi matin, je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux de lin. Il était 8 heures passées. Je ne me souvenais pas de m'être endormie. Les dernières heures de la nuit restaient floues dans ma mémoire, comme si mon corps avait fini par capituler devant l'épuisement. Je me suis habillée rapidement et je suis descendue à la cuisine. Louise préparait le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la pièce. Sur la grande table en bois, elle avait disposé des croissants encore tièdes, de la confiture de figues maison, du beurre salé, des tranches de pain de campagne. « Bonjour, Madame Valcresson. Bien dormi ? » ?»« Bonjour, Louise. »« Oui, merci. Où est Édouard ?»« Monsieur Édouard est dans le jardin. Il prend son café sur la terrasse. Il aime regarder les vignes le matin. Je l'ai trouvé effectivement installé sous la glycine, assis dans un fauteuil en osier, une tasse fumante posée sur la petite table à côté de lui. Il portait une chemise blanche à manches longues et un gilet en laine gris. Le soleil d'octobre dessinait des ombres douces sur son visage. « Bonjour, Cliti. Vous avez finalement dormi un peu ? » ?»« Quelques heures. Et vous ? » ?»« Pareil, quelques heures. C'est déjà mieux que rien. » Je me suis assise à côté de lui. La vue était magnifique. Les rangées de vignes s'étendaient à perte de vue, ponctuées de cyprès sombres. Au loin, les collines ondulaient doucement sous un ciel d'un bleu pur. « C'est beau », ai-je murmuré. Oui, ma femme aimait ce paysage plus que tout au monde. Elle disait qu'il y avait quelque chose d'éternel dans ces vignes, que les hommes passaient, mais que la terre restait. Il a bu une gorgée de café. Marcellus n'a jamais compris ça. Pour lui, cette propriété n'est qu'un actif, quelque chose qui vaut tant de millions d'euros, quelque chose qu'on peut vendre, diviser, exploiter. Vous pensez qu'il la vendra s'il en hérite ? Sans aucun doute, dès qu'il en aura l'occasion. C'est pour ça que j'ai inclus une clause dans le Nouveau Testament. La propriété ne peut pas être vendue avant 50 ans, sauf accord unanime du conseil d'administration de la fondation. Et ce conseil sera composé de vignerons locaux, de passionnés, de gens qui comprennent ce que représente ce lieu. Il a souri tristement. Il aura le titre de propriétaire, mais il ne pourra rien en faire. C'est une prison dorée de plus. Louise est arrivée avec un plateau chargé de croissants et de confitures. « Mangez, vous deux. Vous avez besoin de force. » Nous avons déjeuné en silence, bercés par le chant des cigales et le bruissement du vent dans les feuilles. Vers 11 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Floriane. « Maman, tu peux m'appeler quand tu as un moment. C'est important. » Mon cœur s'est serré. Je me suis excusée auprès d'Édouard et je suis montée dans ma chambre pour plus d'intimité. J'ai composé son numéro. Elle a décroché à la première sonnerie. « Maman ? » ?»« Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai parlé à Thomas. Thomas Mercier, le détective. Il a accepté de m'aider. Et il commence son enquête aujourd'hui. Il va suivre Marcellus pendant quelques jours, vérifier ses déplacements, ses rencontres, ses habitudes. Il dit qu'en général, 1 semaine suffit pour avoir des réponses claires. Sa voix tremblait légèrement. « Maman, j'ai peur de ce qu'il va découvrir, mais en même temps, j'ai besoin de savoir. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Tu as pris la bonne décision, ma chérie. Quoi qu'il découvre, au moins tu sauras. Et tu pourras décider en connaissance de cause. » Marcellus rentre ce soir de Bruxelles. Il doit arriver vers 20 heures. Thomas le prendra en filature dès demain matin. Un silence. « Maman, est-ce que tu crois qu'on peut vraiment connaître quelqu'un ? Je veux dire, vraiment ? Marcellus et moi, on est mariés depuis 4 ans. On vit ensemble. On dort dans le même lit. Et pourtant, j'ai l'impression de me réveiller à côté d'un étranger. L'amour ne garantit pas la transparence, ma chérie. Parfois, les gens qu'on aime gardent des secrets.
Des petits, des grands, c'est la nature humaine. Mais jusqu'où peut aller le secret avant qu'il ne devienne une trahison? Je n'ai pas su quoi répondre. « Comment va beau papa ?» a-t-elle demandé soudain, changeant de sujet. « Il va mieux, il récupère doucement. La propriété lui fait du bien, je crois. C'est bien. Dis-lui que je pense à lui, que je viendrai le voir ce week-end si Marcellus n'a rien de prévu. Je lui dirai. Merci maman, pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir, ma chérie. Je serai toujours là. » Nous avons raccroché. Je suis restée assise sur le lit un long moment, le téléphone entre les mains. Thomas Mercier allait enquêter sur Marcellus. Il allait fouiller, creuser. Peut-être qu'il découvrirait l'infidélité. Peut-être qu'il découvrirait autre chose. Des transactions suspectes, des mensonges, des indices liés à l'accident. Et alors, tout exploserait. Le mercredi est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Maître Beaumont devait venir à 15 heures pour la signature du testament. J'avais proposé de partir dans la matinée pour laisser Édouard gérer cette affaire en privé, mais il avait insisté pour que je reste. « J'aimerais que vous soyez témoin », m'avait-il dit. Pas officiellement, bien sûr, mais moralement. J'ai besoin de savoir que quelqu'un d'autre connaît l'existence de ce document, quelqu'un en qui j'ai confiance. Comment refuser? Maître Beaumont est arrivé à 15 heures précises. Un homme d'environ 65 ans, grand et maigre, avec des cheveux blancs parfaitement peignés en arrière et des lunettes à monture dorée. Il portait un costume 3 pièces bleu marine et une cravate bordeaux, une mallette en cuir noir à la main. L'image même du notaire de province respectable et discret. Louise l'a fait entrer dans le salon. Édouard l'a accueilli chaleureusement. « François, merci d'être venu. Édouard, mon ami, je suis soulagé de te voir debout. Quand j'ai appris pour l'accident, j'ai craint le pire. » Ils se sont serrés la main avec une familiarité qui trahissait des décennies d'amitié. Maître Beaumont m'a salué poliment, puis s'est installé à la grande table du salon. Il a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse liasse de documents. « J'ai préparé tout ce que tu m'as demandé », a-t-il dit en chaussant ses lunettes. Le Nouveau Testament, les clauses de tutelle, les conditions de transmission, les protections juridiques, tout est là. Il a étalé les papiers sur la table. « Je dois te dire, Édouard, que c'est l'un des testaments les plus restrictifs que j'ai jamais rédigés. Ton fils aura le titre de propriétaire de l'entreprise et de la propriété, mais il n'aura pratiquement aucun pouvoir décisionnel réel pendant au moins 15 ans. C'est exactement ce que je veux. Puis-je te demander pourquoi? Marcellus est ton fils unique, ton seul héritier. Pourquoi le museler ainsi? » Édouard a regardé par la fenêtre, vers les vignes. « Parce qu'il n'est pas prêt, et peut-être qu'il ne le sera jamais. » Maître Beaumont a hoché la tête lentement. « Très bien, c'est ton choix. Maintenant, voici ce que contient ce testament. » Il a commencé à détailler point par point. Primo, l'entreprise familiale serait transmise à Marcellus à la mort d'Édouard, mais sous la supervision d'un conseil d'administration composé de 5 membres indépendants nommés par Édouard lui-même. Ce conseil aurait un droit de veto sur toutes les décisions majeures: vente, acquisition, changement stratégique, nomination de cadres supérieurs. Marcellus devrait obtenir l'accord unanime du conseil pour toute action significative. Secundo, la propriété provençale serait également transmise à Marcellus, mais avec interdiction formelle de la vendre, diviser ou transformer pendant 50 ans, sauf accord unanime d'un second conseil, celui-ci composé de représentants de la fondation créée par Édouard. Tertio, 40% de la valeur totale du patrimoine d'Édouard serait légué directement à cette fondation, dédiée à la préservation des vignobles familiaux et au soutien des petits vignerons locaux. Quarto, si Marcellus tentait de contester le testament ou de contourner les clauses de tutelle, il perdrait automatiquement tous ses droits au profit de la fondation. Tout irait alors à une institution qui perpétuerait le nom Sévérin, mais sans lui, Quinto. Et c'était la clause la plus surprenante: si Édouard devenait incapable de gérer ses affaires avant sa mort naturelle, par exemple suite à un accident invalidant, les mêmes restrictions s'appliqueraient immédiatement. Marcellus ne pourrait pas profiter d'une incapacité paternelle pour prendre le contrôle total. Maître Beaumont a retiré ses lunettes. En résumé, Édouard, tu donnes tout à ton fils, mais tu lui attaches les mains. C'est un cadeau empoisonné. C'est une protection pour l'entreprise, pour la propriété, pour tout ce que ma famille a bâti. Et si Marcellus découvre ce testament avant ta mort, s'il l'apprend maintenant? Édouard a souri froidement. Alors il comprendra qu'il a perdu, qu'il a joué et perdu, et qu'il devra vivre avec les conséquences de ses choix. Maître Beaumont a rangé ses lunettes dans leur étui. Très bien, si tu es certain, signons. La signature a pris une vingtaine de minutes. Édouard a lu attentivement chaque page, posé quelques questions, demandé des clarifications.
Puis il a pris le stylo plume en argent que maître Beaumont lui tendait et il a signé, 1 fois, 2 fois, 10 fois, à chaque page nécessaire. Maître Beaumont a contresigné en tant que notaire. Louise et le jardinier, un homme d'une 50aine d'années prénommé Henri, ont servi de témoins officiels. Quand tout a été terminé, maître Beaumont a rangé les documents dans sa mallette. J'enregistre tout cela dès demain matin. Des copies seront déposées dans 3 coffres différents. Mon étude, la Banque nationale et un cabinet d'avocats à Paris que tu as désigné. Personne ne pourra faire disparaître ce testament, Édouard. Merci François. Je te suis infiniment reconnaissant. C'est mon travail. Mais surtout, c'est mon devoir envers un vieil ami. Ils se sont serrés la main longuement. Maître Beaumont est parti peu après 17 heures. Sa voiture a descendu l'allée de Cyprès et a disparu dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Édouard est resté debout sur le perron, immobile, regardant la poussière soulevée par les pneus retomber lentement sur le gravier. Je me suis approché de lui. « C'est fait !» ai-je dit doucement. « Oui, c'est fait !» Il s'est tourné vers moi. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai vu quelque chose ressemblant à de la paix dans ses yeux. Maintenant, quoi qu'il arrive, l'entreprise est protégée. La propriété est protégée. Mon héritage est protégé. Marcellus ne pourra pas tout détruire. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Maintenant, je vais vivre, aussi longtemps que je le pourrai. Et je vais regarder mon fils comprendre peu à peu qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il voulait. Il a marqué une pause. Vous pouvez parler à Floriane maintenant, si vous le jugez nécessaire. Les protections sont en place. Elle peut savoir. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Vous en êtes sûr? Oui. Elle mérite de savoir qui est vraiment l'homme qu'elle a épousé. Et elle mérite de pouvoir faire ses propres choix. Mais soyez prudente, Cliti. Ne lui dites pas tout d'un coup. Laissez-la découvrir par elle-même. Guidez-la. Protégez-la. Mais ne la brusquez pas. J'ai hoché la tête lentement. Je vais rentrer à Paris demain matin. Je lui parlerai. Avec précaution. Merci. Pour tout ce que vous avez fait. Pour avoir cru un vieil homme. Pour avoir gardé le secret. Pour avoir été là. Il a posé sa main sur mon épaule. Vous êtes une femme de courage, Cliti. Votre fille a de la chance de vous avoir. Cette nuit-là, j'ai à nouveau dormi dans la chambre d'amis. Mais cette fois, le sommeil est venu plus facilement. Comme si le poids que je portais depuis des semaines s'était légèrement allégé. Le testament était signé. Les protections étaient en place. Édouard était en sécurité. Maintenant, il fallait sauver Floriane. Et je savais exactement comment commencer. Thomas Mercier suivait déjà Marcellus. Il découvrirait ses mensonges, ses infidélités, peut-être même davantage. Et quand Floriane verrait les preuves, quand elle comprendrait qui était vraiment son mari, elle serait prête à entendre le reste, la vérité complète, aussi terrible soit-elle. Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Prié pour avoir la force de protéger ma fille. Prié pour qu'elle trouve le courage de partir quand le moment viendrait. Prié pour que Marcellus paie, d'une manière ou d'une autre, pour tout le mal qu'il avait causé. Et dehors, dans la nuit provençale, les vignes murmuraient sous le vent comme des témoins silencieux d'un drame qui n'était pas encore terminé. Je suis rentré à Paris le jeudi matin. Le trajet m'a semblé interminable. 7 heures de route pendant lesquelles je n'ai cessé de répéter mentalement ce que j'allais dire à Floriane. Comment commencer? Par quels mots? Devais-je attendre que Thomas Mercier lui présente ses découvertes? Ou devais-je prendre les devants? J'ai garé ma voiture dans le parking souterrain de mon immeuble vers 16 heures. J'ai monté mes bagages, ouvert les fenêtres pour aérer l'appartement, préparé du thé que je n'ai pas bu. Puis, j'ai appelé Floriane. « Maman, tu es rentrée? »« Oui, ma chérie, je viens d'arriver. Comment vas-tu? »« Ça va, enfin je crois. » Marcellus est rentré hier soir de Bruxelles. Il était épuisé. Il s'est couché directement. Et ce matin, un silence. Ce matin, il est parti très tôt. Il m'a dit qu'il avait une réunion importante avec des investisseurs japonais, qu'il rentrerait tard. Et Thomas, il le suit depuis ce matin. Il m'envoie des messages toutes les 2 heures pour me tenir au courant. Pour l'instant, rien de suspect. Juste des déplacements professionnels normaux. Sa voix était tendue, fatiguée. « Floriane, tu veux qu'on se voie? On pourrait dîner ensemble ce soir, juste toi et moi. »« Je ne peux pas, maman. Marcellus rentre vers 20 heures. Il faut que je sois là. Mais demain, tu es libre demain midi? » « Bien sûr, où veux-tu qu'on se retrouve? Chez toi, si tu veux bien. J'ai envie d'être dans un endroit calme, familier. »« Parfait, je préparerai le déjeuner. »« Merci, maman. À demain. » J'ai raccroché avec un poids dans la poitrine. Le vendredi matin, je me suis réveillée avec une anxiété sourde au creux de l'estomac. J'ai fait les courses au marché, acheté des légumes frais, du poisson, du pain chez le boulanger de la rue d'Hauteville. J'ai préparé une blanquette de veau, le plat préféré de Floriane depuis qu'elle était enfant. Quelque chose de réconfortant, de rassurant. Elle est arrivée à 12h30,
comme prévu. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai su que quelque chose avait changé. Son visage était pâle, ses yeux rougis. Elle portait un jean déchiré aux genoux et un pull oversized gris. Pas de maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval négligés. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée sans un mot, s'est effondrée sur le canapé, a posé son sac à main sur la table basse avec un bruit sourd. Thomas m'a envoyé son rapport ce matin. Mon cœur s'est arrêté. Et elle a sorti son téléphone de sa poche et me l'a tendu. Sur l'écran, il y avait une série de photos. Des photos prises de loin, avec un téléobjectif. On y voyait Marcellus, dans différents endroits, à différents moments de la journée précédente. Photo 1. Marcellus sortant d'un immeuble du 16e arrondissement à 9 heures du matin. Pas de réunion avec des investisseurs japonais, juste un immeuble résidentiel ordinaire. Photo 2. Marcellus entrant dans un café rue de Passy à 10 heures, seul. Photo 3. Marcellus toujours au café, mais cette fois, il n'était plus seul. Une femme était assise en face de lui, la même femme brune que Florian avait photographiée à Dubaï. Cheveux longs, lunettes de soleil sur la tête, chemisier blanc. Ils parlaient, leurs mains se touchaient sur la table. Photo 4. Marcellus et la femme quittant le café ensemble. Ils marchaient côte à côte, proches, trop proches. Photo 5. Marcellus et la femme entrant dans l'immeuble du 16e. Le même immeuble dont il était sorti le matin. Photo 6. Timestamp, 15h30. Marcellus sortant seul de l'immeuble, chemise froissée, cheveux légèrement décoiffés, l'expression de quelqu'un qui venait de passer 5 heures dans un endroit où il n'aurait pas dû être. J'ai rendu le téléphone à Florian. Ma main tremblait. Thomas a réussi à identifier la femme, a-t-elle dit d'une voix morne. Elle s'appelle Aurélie Deschamps, 36 ans, célibataire. Elle travaille comme consultante en stratégie d'entreprise. Ils se sont rencontrés il y a 8 mois lors d'un séminaire professionnel à Lyon. Elle a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. 8 mois, maman. Il me trompe depuis 8 mois, peut-être même plus longtemps. Et moi, comme une idiote, je n'ai rien vu. Tu n'es pas idiote, ma chérie. Tu as fait confiance. C'est normal dans un couple. Non, maman. J'étais aveugle. Volontairement aveugle. Parce que j'avais peur de voir. Parce que j'avais construit ma vie autour de lui et que je ne voulais pas admettre que tout ça n'était qu'un mensonge. Elle a serré le téléphone contre sa poitrine. Thomas m'a aussi envoyé les relevés bancaires. Marcellus a payé le loyer de cet appartement pendant les 6 derniers mois. 2800 € par mois. Il a installé cette femme dans un appartement du 16e et il paie tout. Les courses, les restaurants, tout. Comment Thomas a eu accès aux relevés bancaires? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas connaître les réponses, maman. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. La pire partie, c'est que je ne suis même pas surprise. Une partie de moi le savait déjà. Les absences, les mensonges, les changements d'humeur, tout était là, mais je refusais de le voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle s'est retournée vers moi. Ses yeux étaient secs maintenant, durs, déterminés. Je vais le quitter, évidemment, mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Parce que je veux être sûre. Je veux avoir toutes les informations. Je veux savoir exactement qui il est avant de partir. Pas seulement un infidèle, mais tout. Ses mensonges, ses manipulations, ses secrets. Elle a croisé les bras. Thomas continue l'enquête. Il va creuser plus profond. Les finances de Marcellus, ses déplacements des derniers mois, ses relations professionnelles, tout. Et quand j'aurai le tableau complet, je partirai. Proprement. Définitivement. Je voyais ma fille se transformer sous mes yeux. La femme blessée qui était entrée 1 heure plus tôt laissait place à quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus dangereux aussi, peut-être. Florian, il faut que je te dise quelque chose. Elle m'a regardé attentivement. À propos de Marcellus? Oui, mais assieds-toi d'abord, s'il te plaît. Elle est revenue sur le canapé. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris ses mains dans les miennes. Ce que je vais te dire est difficile, très difficile. Mais tu as le droit de savoir, surtout maintenant. Maman, tu me fais peur. L'accident d'Édouard, en juillet, ce n'était pas un accident. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Quand Édouard est sorti du coma, il m'a révélé quelque chose qu'il n'a dit à personne d'autre. Les freins de sa voiture ont été sabotés. Quelqu'un a voulu le tuer, ou du moins le rendre invalide. Florian s'est levé d'un bond. Mais qui? Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration. Édouard pense que c'est Marcellus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Florian me regardait comme si je venais de parler une langue étrangère. Comme si les mots que je venais de prononcer n'avaient aucun sens. C'est impossible, a-t-elle fini par murmurer. Marcellus n'a jamais, il ne pourrait jamais. Écoute-moi jusqu'au bout, ma chérie, s'il te plaît. Je lui ai tout raconté. La dispute entre Édouard et Marcellus 2 jours avant l'accident. Le testament modifié qui reportait la transmission du pouvoir.
La descente où les freins n'ont plus répondu, les soupçons d'Édouard, le fait que Marcellus avait les compétences, l'accès et le mobile. Floriane écoutait, le visage de plus en plus pâle. « Mais il n'y a pas de preuves », a-t-elle fini par dire. « Juste des soupçons. Beau papa pourrait se tromper, c'est possible. » C'est pour ça qu'Édouard n'a rien dit à la police. Mais il a pris des mesures, il a modifié son testament, mis en place des protections pour que Marcellus ne puisse jamais profiter de sa mort ou de son incapacité. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce qu'Édouard me l'a demandé. Il voulait d'abord sécuriser ses affaires et il ne voulait pas te mettre en danger. En danger? Tu penses vraiment que Marcellus pourrait me faire du mal? Je n'ai pas répondu immédiatement. Mais mon silence a été plus éloquent que n'importe quel mot. Floriane s'est rassise lentement. Elle regardait ses mains comme si elle les voyait pour la première fois. « Mon mari », a-t-elle murmuré. « L'homme que j'ai épousé, l'homme avec qui je voulais avoir des enfants. Cet homme a peut-être essayé de tuer son propre père, et il me trompe depuis des mois. Et je dormais à côté de lui sans rien savoir. » Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Qui est-il vraiment, maman? Qui ai-je épousé? Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai laissé pleurer. Pleurer pour le mariage qu'elle perdait, pour l'homme qu'elle avait cru aimer, pour la vie qu'elle avait imaginée et qui s'effondrait comme un château de cartes. Nous sommes restés ensemble tout l'après-midi. J'ai servi la blanquette de veau, mais aucune de nous deux n'a vraiment mangé. Nous avons parlé, encore et encore, de Marcellus, d'Édouard, de ce qu'il fallait faire maintenant. » Floriane était déchirée entre plusieurs émotions. La colère, la trahison, la peur, mais aussi, étrangement, une forme de soulagement. « Au moins maintenant, je sais, » a-t-elle dit vers 16 heures. Je sais que ce malaise que je ressentais depuis des mois n'était pas dans ma tête. Mon instinct essayait de me protéger. Il essayait de me dire de partir. Tu vas lui parler? De ce que tu as découvert? Pas encore. Pas tant que Thomas n'a pas terminé son enquête. S'il y a d'autres choses à découvrir, je veux les connaître. Toutes. Et ensuite, je partirai. Sans explication, sans scène. Je disparaîtrai simplement de sa vie comme il a disparu de la mienne depuis longtemps. Elle a pris son sac. Je dois y aller. Il va rentrer bientôt, et je ne veux pas qu'il se doute de quelque chose. Tu es sûr que tu peux retourner là-bas? Dormir à côté de lui en sachant tout ça? Je n'ai pas le choix. Pas encore. Mais je serai prudente. Très prudente. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Maman, merci pour m'avoir dit la vérité. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Je suis ta mère, ma chérie. Te protéger est tout ce qui compte. Elle est partie. J'ai refermé la porte et je me suis adossée contre elle, les jambes tremblantes. C'était fait. Floriane savait. Pas tout, mais l'essentiel. Maintenant, il fallait attendre. Attendre que Thomas Mercier termine son enquête. Attendre que Floriane rassemble suffisamment de courage pour partir. Attendre que Marcellus commette une erreur. Parce que les hommes comme lui finissent toujours par commettre une erreur. L'arrogance les aveugle. Ils se croient intouchables, mais ils ne le sont jamais. Le soir même, vers 22 heures, j'ai reçu un appel d'Édouard. « Clity, vous allez bien? »« Oui, j'ai parlé à Floriane aujourd'hui. Je lui ai tout dit. Comment a-t-elle réagi? Comme on pouvait s'y attendre. Choc, colère, tristesse, mais aussi détermination. Elle va le quitter, mais elle veut d'abord avoir toutes les informations. C'est sage, mais dites-lui de faire attention. Si Marcellus se doute de quelque chose, je sais, je lui ai dit. Elle sera prudente. » Un silence. « Édouard, est-ce qu'on fait la bonne chose en la laissant retourner là-bas? Nous n'avons pas le choix. Si nous la forçons à partir maintenant, elle pourrait y retourner. » Les victimes retournent souvent vers leur bourreau quand elles ne sont pas prêtes. Il faut qu'elle prenne sa décision elle-même, à son rythme. Et si ce rythme est trop lent, si quelque chose arrive avant, alors nous interviendrons. Mais pour l'instant, faisons-lui confiance. Elle est plus forte qu'elle ne le croit. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis nous avons raccroché. J'ai éteint les lumières et je me suis couché. Mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé dans le noir, écoutant les bruits de la ville, les voitures qui passaient, les voix lointaines, le grondement sourd du métro sous la terre. Et quelque part dans Paris, ma fille dormait à côté d'un homme qui avait peut-être tenté de tuer son père, un homme qui la trompait, qui mentait, qui manipulait, un homme dont je priais qu'il ne découvre jamais qu'elle savait, parce que si cela arrivait, je ne savais pas jusqu'où il pourrait aller pour protéger ses secrets. Les jours suivants se sont écoulés dans une tension insoutenable. Floriane m'appelait chaque matin dès que Marcellus partait travailler. Sa voix était différente maintenant, plus froide, plus maîtrisée. Elle jouait un rôle, celui de l'épouse aimante qui ne se doutait de rien, et ce rôle l'épuisait. « Comment tu tiens le coup ?» lui ai-je demandé le lundi matin suivant. « Je ne sais pas, maman. Je fais semblant. Je souris quand il me parle. Je cuisine ses plats préférés. Je dors à côté de lui, et je fais comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, je me sens vide, morte.
Thomas a trouvé autre chose? Oui, beaucoup de choses. Il me donne son rapport complet mercredi. Il dit que c'est pire que ce qu'on imaginait. Mon sang s'est glacé. Pire comment? Il ne veut pas me le dire par téléphone. Il préfère qu'on se voie. Maman, j'ai peur. Tu veux que je vienne avec toi? Oui, s'il te plaît. Mercredi après-midi, 15 heures. Tu peux? Bien sûr, ma chérie. Où est le rendez-vous? Chez Thomas. Son bureau dans le 11e. Je t'envoie l'adresse par message. D'accord. Tiens bon jusque-là. Encore 2 jours. 2 jours. Je peux faire ça, je crois. Le mercredi est arrivé avec un ciel gris et lourd. Il pleuvait depuis le matin, une pluie fine et froide qui transformait Paris en une aquarelle triste. J'ai rejoint Floriane devant l'immeuble de Thomas Mercier à 14h50. Elle était déjà là, debout sous un parapluie noir, les yeux fixés sur la porte d'entrée comme si elle essayait de rassembler son courage avant de franchir le seuil. « Maman » a-t-elle murmuré en me voyant. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle tremblait. « Ça va aller, ma chérie. Quoi qu'il ait découvert, nous ferons face ensemble. » Nous sommes entrés. L'immeuble était ancien, typiquement parisien. Un escalier étroit en bois grinçant, des murs jaunis par le temps, une odeur de cire et de poussière. Le bureau de Thomas était au 3e étage. Floriane a frappé à la porte. Une voix grave a répondu. « Entrez ». Thomas Mercier était un homme d'environ 42 ans. Grand, les épaules larges, les cheveux châtains coupés courts. Il portait un jean et une chemise à carreaux retroussés sur les avant-bras. Des lunettes à monture noire. Un visage fatigué mais intelligent. Son bureau ressemblait à ce qu'on imagine d'un détective privé. Des dossiers empilés partout. Un ordinateur avec 3 écrans. Des photos punaisées sur un tableau de liège. Une cafetière électrique dans un coin qui dégageait une odeur de café trop fort. « Floriane » a-t-il dit en se levant. « Madame Valcresson, je suppose. »« Oui, merci de nous recevoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Nous nous sommes installés sur 2 chaises en plastique face à son bureau. Thomas s'est rassis et a ouvert un épais dossier vert devant lui. Avant de commencer, je dois vous avertir. Ce que j'ai découvert n'est pas facile à entendre. Si vous préférez que je synthétise, je peux le faire. Mais vous m'avez demandé tout. Alors je vais tout vous dire. Floriane a serré ma main. Dites-moi tout. Thomas a hoché la tête. Il a sorti une première série de documents. Commençons par la partie que vous connaissez déjà. Aurélie Deschamps, 36 ans. Relation avec Marcellus depuis 8 mois, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai creusé plus profond. Il a étalé des photos sur le bureau. Aurélie n'est pas la première. Elle est la 3e liaison connue de Marcellus depuis votre mariage il y a 4 ans. Floriane a pâli. La 3e? Oui. La première s'appelait Sophie Laurent, 28 ans, étudiante en école de commerce. La liaison a duré 6 mois, de janvier à juin 2022. Elle s'est terminée brutalement quand Sophie a demandé à Marcellus de quitter sa femme. Il a coupé tout contact du jour au lendemain, l'a bloqué partout. Elle a essayé de le contacter pendant des semaines, sans succès. Il a sorti une autre série de photos. La 2e s'appelait Mélanie Garnier, 34 ans, chef de projet dans une entreprise de consulting. Liaison de mars à novembre 2023. Même schéma. Quand elle est devenue trop exigeante, il l'a abandonnée sans explication. Floriane avait les larmes aux yeux, mais elle ne pleurait pas. Elle écoutait, absorbait, encaissait. Et maintenant Aurélie, même profil. Femme indépendante, brillante, célibataire, il la séduit, lui promet un avenir, paie son appartement, joue au bienfaiteur généreux. Mais il ne quittera jamais sa femme, parce que vous, Floriane, vous êtes un élément de son image, la femme parfaite, la famille respectable. Thomas a marqué une pause, mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Il a sorti une autre liasse de documents, des relevés bancaires, des tableaux Excel imprimés. J'ai réussi à accéder au compte de Marcellus, légalement, je précise, grâce à un contact dans une banque qui me doit un service. Voici ce que j'ai trouvé. Il a pointé du doigt une colonne de chiffres. Depuis 3 ans, Marcellus transfère régulièrement de l'argent sur des comptes offshore, des sommes importantes. 50 000 € ici, 80 000 là. Au total, plus de 400 000 € ont été déplacés hors de France. C'est illégal? Ai-je demandé. Pas forcément. Ça dépend de l'origine de l'argent et de sa déclaration fiscale. Mais ce qui est étrange, c'est que ces transferts ne correspondent à aucune activité commerciale normale. Ce n'est pas de l'investissement. Ce n'est pas de l'épargne classique. C'est de la dissimulation. Il a tourné quelques pages. J'ai également découvert que Marcellus a ouvert plusieurs comptes bancaires à son nom seul, sans que Floriane soit au courant. Des comptes dans lesquels il dépose une partie de ses revenus avant qu'ils n'apparaissent sur les comptes communs. Floriane a serré ma main encore plus fort. Il me vole? Techniquement, non. C'est son argent. Mais il vous cache une partie importante de ses finances. Et ça devient problématique dans le cadre d'un mariage.
surtout si vous décidez de divorcer. Ces sommes devraient être incluses dans le calcul du patrimoine commun, mais si elles sont dissimulées offshore, elles disparaissent de la communauté. Thomas a refermé le dossier bancaire et en a ouvert un autre. Maintenant, parlons de l'entreprise familiale. J'ai fait quelques recherches sur la société Severin & Fils. J'ai contacté des gens dans le milieu du négoce de vin et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Il a sorti une série d'articles de presse professionnelle. Il y a 6 mois, en avril 2024, Marcellus a été approché par un consortium chinois intéressé par l'achat de l'entreprise. Une offre colossale, 15 millions d'euros. Marcellus a négocié en secret, sans en parler à son père. Il a même signé un protocole d'accord préliminaire. Mais il n'a pas le droit de vendre l'entreprise, ai-je dit. Elle appartient à Édouard. Exactement, sauf en cas d'incapacité d'Édouard. Si Édouard devenait inapte à gérer ses affaires, Marcellus, en tant qu'unique héritier, pourrait prendre le contrôle et vendre. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Thomas a sorti un calendrier annoté. L'accident d'Édouard a eu lieu en juillet, 2 mois après la signature du protocole d'accord avec les Chinois. Ce protocole stipulait que l'offre restait valable jusqu'au 31 décembre 2024, soit dans moins de 2 mois maintenant. Le silence dans la pièce était assourdissant. « Vous êtes en train de dire que… » a commencé Florian d'une voix tremblante. « Je dis que Marcellus avait un motif financier très concret pour souhaiter que son père devienne inapte à gérer l'entreprise. 15 millions d'euros, c'est un motif suffisant pour beaucoup de choses. » Florian s'est levée brusquement. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, le dos tourné vers nous. Ses épaules tremblaient. « Il a vraiment essayé de tuer son père pour de l'argent. Je ne peux pas le prouver, » a dit Thomas doucement. Mais les éléments concordent. Le timing, le motif, l'opportunité, tout est là. Il a attendu quelques secondes, puis a continué. Il y a encore une chose, la plus difficile. Florian s'est retourné lentement. Quoi? Thomas a hésité. Puis il a sorti une dernière série de documents, des copies de messages, des captures d'écran. J'ai réussi à accéder aux messages entre Marcellus et Aurélie. Pas légalement cette fois. Je préfère être honnête, mais je pense que vous devez voir ça. Il a posé les feuilles sur le bureau. C'était des conversations WhatsApp imprimées, datées de septembre 2024, le mois dernier. Marcellus, elle ne se doute de rien. Elle est trop naïve pour comprendre. Aurélie, tu es sûre? Parfois j'ai l'impression qu'elle nous observe. Marcellus, impossible. Elle est trop occupée à jouer à la femme parfaite. C'est tout ce qui compte pour elle. L'image. Aurélie, et quand est-ce que tu lui annonces? Marcellus, patience, ma chérie, bientôt, quand tout sera en ordre, quand l'entreprise sera vendue et l'argent sécurisé. Après, je pourrai partir tranquillement. Elle ne verra rien venir. Aurélie, j'ai hâte de vivre avec toi, officiellement, sans me cacher. Marcellus, moi aussi. Encore quelques mois et ce sera fait. Florian a lu et relu ses messages. Ses mains tremblaient tellement que le papier bruissait. Il planifiait de me quitter, a-t-elle murmuré. Depuis le début, tout était calculé. Tuer son père, vendre l'entreprise, prendre l'argent et partir avec elle. Elle a levé les yeux vers moi. J'étais juste un accessoire, une couverture, le temps qu'il mette son plan en place. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de rage. « Je vais le détruire », a-t-elle dit d'une voix glaciale. « Je vais prendre tout ce qu'il a et je vais le détruire. » Thomas s'est raclé la gorge. « Florian, je comprends votre colère. Mais il faut être stratégique. Si vous l'affrontez maintenant, il pourrait tout nier, effacer les preuves, faire disparaître l'argent offshore. Vous devez agir intelligemment. Comment? D'abord, contactez un avocat, un bon, spécialisé en divorce et en droit patrimonial. Expliquez-lui tout. Il vous conseillera sur la meilleure façon de protéger vos intérêts. Et ensuite, ne dites rien à Marcellus. Continuez à jouer votre rôle encore quelques jours, le temps que votre avocat prépare le dossier. Le temps que nous sécurisions toutes les preuves. Et puis, un jour, vous partez, sans prévenir. Vous déposez la demande de divorce et vous lui coupez tout accès. Florian a hoché la tête lentement. Vous connaissez un bon avocat? Oui, maître Isabelle Renaud. L'une des meilleures de Paris en matière de divorce conflictuel. Je vais vous donner ses coordonnées. Nous sommes sortis du bureau de Thomas 1 heure plus tard. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et lourd. Nous avons marché en silence jusqu'à un café rue de la Roquette. Nous nous sommes assises en terrasse, sous un parasol fermé, et nous avons commandé 2 thés que nous n'avons pas bu. « Maman, qu'est-ce que je vais faire ?» Exactement ce que Thomas a dit. « Tu vas voir cet avocat, tu vas préparer ton départ, et tu vas sortir de cette situation avec ta dignité intacte. Et beau papa, il faut le prévenir, pour la tentative de vente de l'entreprise, pour le protocole avec les Chinois. Je m'en occupe, je l'appelle ce soir.
Mais toi, tu te concentres sur ta sécurité. D'accord? Elle a acquiescé. J'ai rendez-vous avec Maître Renaud demain matin. Thomas lui a déjà envoyé un message. Elle peut me recevoir en urgence. Parfait. Et en attendant, tu continues à jouer ton rôle. Tu ne changes rien. Tu restes calme. Je ne sais pas si j'en suis capable, maman. Dormir à côté de lui, lui parler, faire comme si tu en es capable, parce que c'est temporaire. Encore quelques jours, une semaine tout au plus. Et après, tu seras libre. Elle a essuyé ses larmes avec une serviette en papier. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas l'infidélité. Ce n'est même pas l'argent qui l'a caché. C'est de réaliser que notre mariage n'a jamais été réel, que j'ai donné 4 ans de ma vie à un fantôme. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Tu as aimé, tu as fait confiance. C'est lui qui a menti, c'est lui qui a trahi. Elle a pris ma main. Merci, maman, pour tout, pour avoir été là, pour avoir su, pour ne pas m'avoir laissé seule dans ce cauchemar. Tu ne seras jamais seule, Floriane, jamais. Nous sommes restées assises là, main dans la main, tandis que le jour déclinait lentement sur Paris. Et quelque part dans la ville, Marcellus Severin continuait sa vie, ignorant que les murs qu'il avait construits autour de ses mensonges étaient sur le point de s'effondrer. J'ai appelé Édouard le soir même. Dès que je suis rentrée chez moi, il a décroché à la 3e sonnerie. « Cliti, que se passe-t-il? Il faut que vous sachiez quelque chose. » Thomas Mercier, le détective que Floriane a engagé, a découvert des informations importantes. Je lui ai tout raconté. Les infidélités multiples, l'argent dissimulé offshore et surtout le protocole d'accord avec le consortium chinois signé en avril, 2 mois avant l'accident. Un long silence a suivi mes explications. 15 millions d'euros, a-t-il fini par murmurer. Il était prêt à vendre 3 générations de travail pour 15 millions d'euros. Le protocole est valable jusqu'à fin décembre. Il lui reste moins de 2 mois pour conclure la vente. Mais avec le Nouveau Testament, il ne peut rien faire. Le conseil d'administration bloquera toute tentative. Et s'il essaie de passer en force, il perd tout. J'ai entendu Édouard prendre une profonde inspiration. Floriane va le quitter? Oui. Elle voit un avocat demain, Maître Isabelle Renaud. Elle prépare son départ. Bien, qu'elle parte vite, avant qu'il ne comprenne. Un homme qui voit son plan s'effondrer peut devenir dangereux. Je sais, je veille sur elle. Moi aussi, Cliti. Dites-lui qu'elle peut venir ici si elle a besoin. Que ma porte lui est toujours ouverte. Nous avons raccroché. Je me suis préparé un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Le jeudi matin, Floriane a rencontré Maître Renaud. Elle m'a appelé à midi, depuis un café. Comment ça s'est passé? Elle est incroyable, maman. Précise, directe, efficace. Elle a tout analysé en 1 heure. Elle dit que j'ai un dossier solide pour le divorce, les infidélités multiples, la dissimulation d'argent. Elle va demander une prestation compensatoire importante et la moitié de tous les biens, y compris ceux qu'il a cachés. Et elle pense que c'est faisable? Oui, avec les preuves de Thomas, elle est confiante. Elle prépare les documents. Je peux déposer la demande de divorce lundi prochain. Si vite? Elle dit qu'il ne faut pas attendre, que chaque jour qui passe est un risque. Marcellus pourrait transférer encore plus d'argent, effacer des preuves. Elle veut frapper vite et fort. Et toi, tu te sens prête? Un silence. Non, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Je ne peux plus dormir à côté de lui. Hier soir, quand il s'est couché, j'ai fait semblant de dormir. Mais j'avais envie de hurler, de le gifler, de lui demander comment il a pu me faire ça. Sa voix s'est brisée. Mais j'ai tenu bon, encore quelques jours. Et après, je serai libre. Je suis fière de toi, ma chérie. Maître Renaud m'a conseillé de préparer mes affaires discrètement, de sortir mes documents importants de l'appartement, mes bijoux, mes papiers, tout ce qui a de la valeur sentimentale, pour que lundi, je puisse partir sans rien laisser derrière. Tu veux que je t'aide? Oui. Demain, Marcellus part à Lyon pour la journée. Il ne rentre que samedi matin. Tu peux venir vendredi après-midi? On fera les cartons ensemble. Bien sûr, je serai là. Le vendredi après-midi, je suis arrivée à l'appartement du Trocadéro vers 15 heures. Floriane m'a ouvert, les cheveux attachés, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt. Elle avait déjà sorti plusieurs valises. Merci d'être venue, maman. Nous avons travaillé en silence. Elle emballait ses vêtements, ses livres, ses photos. Tout ce qui lui appartenait vraiment. Tout ce qui n'était pas contaminé par Marcellus. À un moment, elle s'est arrêtée devant une photo encadrée. Leur mariage. Elle souriait, radieuse en robe blanche. Lui la regardait avec ce sourire charmeur qui avait séduit tout le monde. Elle a décroché la photo du mur et l'a jetée à la poubelle. Le verre s'est brisé avec un bruit sec. Voilà, c'est fini. Vers 18 heures, nous avions terminé. 4 valises et 3 cartons. Nous les avons descendus dans ma voiture, garée dans le parking souterrain. Tu dors où ce week-end? Ai-je demandé. Ici, une dernière fois. Marcellus rentre demain matin. Je dois maintenir les apparences jusqu'à lundi.
Maître Renaud dépose les papiers lundi à 9 heures. À 10 heures, un huissier viendra lui remettre la convocation. Et à ce moment-là, je serai déjà parti. Tu viendras chez moi? Oui, c'est là que je vais habiter, le temps de trouver mon propre appartement. Si tu es d'accord. Évidemment que je suis d'accord. Tu seras toujours la bienvenue chez moi. Elle m'a serré dans ses bras. Plus que 2 jours. Je peux tenir encore 2 jours. Le samedi s'est écoulé dans une attente insupportable. Floriane ne m'a pas appelé. Elle jouait son dernier acte. La femme qui ne savait rien. La femme qui attendait son mari. La femme qui allait disparaître dans 72 heures. Le dimanche après-midi, elle m'a envoyé un message. Il est rentré. Tout va bien. Encore 24 heures. Je t'aime. J'ai répondu. Je t'aime aussi. Tiens bon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'imaginais ma fille dans cet appartement, à côté de cet homme. J'imaginais le masque qu'elle portait, la force qu'il lui fallait pour ne pas craquer. Le lundi matin, mon téléphone a sonné à 7h15. C'était Floriane. Sa voix était calme, déterminée. Maman, c'est fait. Maître Renaud vient de déposer les papiers. L'huissier part dans 1 heure. Je quitte l'appartement maintenant. Marcellus est là? Non. Il est parti tôt ce matin. Une réunion, soi-disant. Je pars avant qu'il ne rentre. Je prends un taxi. Je serai chez toi dans 30 minutes. J'ouvre le champagne. Elle a ri. Un rire nerveux, libérateur. À tout de suite, maman. J'ai raccroché. J'ai fait du café. Préparé la chambre d'amis. Ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais d'octobre. À 8 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Floriane était là, un sac à dos sur l'épaule, les yeux rouges mais le regard clair. Je suis libre, a-t-elle murmuré. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes restés là, sur le seuil, à pleurer de soulagement. Quelque part dans Paris, Marcellus Severin recevait la convocation de divorce, et sa vie parfaitement construite commençait à s'effondrer. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les semaines qui ont suivi ont été à la fois libératrices et difficiles. Floriane s'est installée chez moi. Chaque matin, elle se réveillait dans la petite chambre d'amis, et je voyais sur son visage un mélange de soulagement et de douleur. Le soulagement d'être parti, la douleur de voir s'effondrer 4 années de sa vie. Marcellus a essayé de la joindre. 10 fois, 20 fois, 50 fois. Messages, appels, emails. Il alternait entre les excuses larmoyantes et les menaces à peine voilées. « Floriane, pardonne-moi, on peut réparer ça. Tu fais une erreur monumentale. Tu vas le regretter. Ton avocat te monte la tête. Reviens, on en discute calmement. » Elle n'a jamais répondu. Pas une fois. Maître Renaud gérait tout. Les procédures, les demandes, la séparation des biens. Marcellus avait engagé un avocat lui aussi, évidemment. Un requin parisien réputé pour défendre les causes perdues à coups de millions. Mais il ne pouvait pas effacer les preuves, les relevés bancaires, les messages avec Aurélie, le protocole chinois. Tout était là, noir sur blanc. Début novembre, Édouard m'a appelé. « Clity, il faut que vous sachiez. Marcellus a essayé de vendre l'entreprise. » Quoi? Il a contacté le consortium chinois. Il leur a dit que son père était affaibli suite à l'accident, qu'il était prêt à conclure l'affaire avant la fin de l'année. Il leur a même envoyé des documents falsifiés prouvant qu'il avait procuration complète sur mes affaires. Mon sang s'est glacé. Et le consortium m'a contacté directement pour vérification. Je leur ai tout expliqué, que je suis parfaitement lucide, que Marcellus n'a aucun pouvoir décisionnel, que toute transaction serait illégale. Ils ont compris? Oui, ils ont rompu les négociations immédiatement. 15 millions d'euros. Envolés. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose? J'ai déposé plainte pour tentative d'escroquerie, pour faux et usage de faux. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Mon Dieu, Édouard. Un homme qui essaie de vendre ce qui ne lui appartient pas avec des documents falsifiés mérite d'être poursuivi. Je n'ai plus de pitié, Clity. Il a franchi toutes les lignes. J'ai informé Floriane le soir même. Elle n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Puis elle a simplement murmuré « Tant mieux, qu'il paie, pour tout ». Mi-novembre, le divorce a été prononcé. Pas encore définitif, cela prendrait des mois, mais la séparation était actée. Floriane obtenait une prestation compensatoire de 250 000 €, la moitié de l'appartement du Trocadéro. Et surtout, Maître Renaud avait réussi à geler les comptes offshore le temps que la justice statue sur leur origine. Marcellus avait perdu, sur tous les fronts. L'entreprise lui échappait, l'argent lui échappait. Floriane l'avait quitté. Aurélie aussi d'ailleurs. Dès que le scandale avait éclaté, elle avait disparu, bloqué son numéro, vidé l'appartement qu'il payait. Les opportunistes savent reconnaître un navire qui coule. Un soir de novembre, Floriane et moi étions assises sur mon canapé.
Elle buvait une tisane, moi un verre de vin rouge. Tu sais ce qui est étrange, a-t-elle dit, je ne ressens plus rien pour lui, ni amour, ni haine. Juste du vide, comme s'il n'avait jamais existé. C'est normal, tu as fait ton deuil. Je me demande s'il souffre, s'il regrette, s'il comprend seulement ce qu'il a perdu. Des hommes comme lui ne regrettent jamais vraiment. Ils sont juste furieux d'avoir été démasqués. Elle a souri tristement. Tu avais raison, maman. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Il voulait tout prendre. Maintenant, il se retrouve avec rien. Début décembre, j'ai reçu un appel étrange. C'était Louise, la gouvernante d'Édouard. Madame Valcresson, c'est Louise Fontaine. Je pensais que vous devriez savoir. Savoir quoi? Monsieur Marcellus est venu à la propriété hier, sans prévenir. Il voulait voir son père. Monsieur Édouard a refusé de le recevoir. Ils se sont disputés devant la porte. Monsieur Marcellus criait. Il disait des choses terribles, que son père l'avait trahi, que tout était de sa faute. Édouard va bien, physiquement, oui, mais il était très secoué après. Il est resté toute la soirée dans son bureau, silencieux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je vais l'appeler. Merci de m'avoir prévenu, Louise. J'ai appelé Édouard immédiatement. Il a décroché, la voix fatiguée. Clity, Louise vous a dit? Oui. Comment allez-vous? Aussi bien qu'un père qui vient de fermer définitivement sa porte à son fils unique. C'est fini, Clity. Tout est fini entre nous. Il n'est plus mon héritier, plus mon fils. Juste un étranger qui porte mon nom. Je suis désolée. Ne le soyez pas. C'était nécessaire. On ne peut pas garder un serpent dans sa maison sous prétexte qu'il laisse de votre sang. Un silence. Vous savez ce qu'il m'a dit avant de partir? Tu vas mourir seul, vieux fou, et personne ne pleurera. Peut-être qu'il a raison, mais au moins, je mourrai en paix, en sachant que j'ai protégé ce qui comptait vraiment. Noël est arrivé doucement. Floriane avait trouvé un petit appartement dans le 10e, pas loin de chez moi. 2 pièces lumineuses avec vue sur une cour arborée. Elle recommençait, lentement, patiemment. Nous avons passé le réveillon à 3. Elle, moi et Édouard, que j'avais invité à Paris. Il était arrivé avec une bouteille de son meilleur vin, un château neuf du pape de 1990. Une année exceptionnelle, disait-il. Nous avons bu, ri, parlé de tout, sauf de Marcellus. À minuit, Édouard a levé son verre. À vous deux, les femmes les plus courageuses que je connaisse. Vous m'avez sauvé, vous avez sauvé l'entreprise, vous avez sauvé ce qui devait l'être. À la vérité, ai-je ajouté, aussi douloureuse soit-elle, à la liberté, a murmuré Floriane. Et au nouveau départ, nous avons trinqué dans la lumière douce des bougies. Aujourd'hui, presque 2 mois se sont écoulés depuis que Floriane est partie. Elle va mieux, beaucoup mieux. Elle a repris son travail, revu des amis, recommencé à sourire. Marcellus? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. L'enquête pour escroquerie suit son cours. Le divorce sera définitif dans quelques mois. Il a perdu l'entreprise, l'argent, tout ce qu'il convoitait. Parfois, je pense à lui, à cet homme qui avait tout et qui a tout détruit par cupidité, par orgueil, par cette incapacité à aimer quoi que ce soit d'autre que lui-même. Et je me dis que la plus grande punition n'est pas la prison, ni la ruine financière. C'est de vivre avec le poids de ses choix, de se réveiller chaque matin en sachant qu'on a détruit sa propre vie de ses propres mains. La vie n'a pas besoin de nous pour rendre justice. Elle le fait toute seule, silencieusement, implacablement. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à écouter son instinct, à partir avant qu'il ne soit trop tard, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Je m'appelle Clity Valcresson. J'ai 59 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule bien trop longtemps. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.